Bonjour, bienvenue sur le podcast du temps perdu. Bonjour à tous, bonjour Doki Doc, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve cette semaine pour une spéciale e-sport. On bouscule un peu nos programmes, on met un peu de côté les tests, les revues, pour entamer une série de podcasts sur le domaine de l'e-sport dont tu es friand. Et cette semaine, on commence donc avec une introduction sur l'e-sport. On va vous présenter en fait les origines et qu'est-ce que l'e-sport aujourd'hui dans les grandes largeurs. On reviendra sur les jeux un peu plus précisément sur les prochains épisodes. Donc on va commencer. Alors Doki Doc, l'e-sport, ça vient d'où? Alors si on reprend la genèse un petit peu, encore une fois le but c'est vraiment d'être le plus simple possible, de vous donner juste des bases de compréhension. N'hésitez pas après à aller voir les différents articles sur le net qui peuvent exister, il y en a énormément aujourd'hui. En gros, on pourrait penser que dès qu'on aurait pu brancher des consoles ou des PC entre eux, l'e-sport était né. En fait, pas du tout. On oublie rapidement qu'il y a des compétitions qui sont organisées bien avant ça. Les premières, en fait, sont datées des années 60. La première vraiment référencée, c'est Space War en 1962. Space War, c'est un petit jeu rapide, sur un seul écran où deux joueurs s'affrontent avec un vaisseau spatial. Très rapidement aussi, on a pu voir l'émergence de tout ce qui était score enregistré sur les bornes d'arcade. Donc rien que là, dès qu'on pouvait se mesurer par rapport à d'autres joueurs, rien que sur un score, il y a un esprit compétitif qui pouvait tout simplement émerger. Pour rappel aussi, les compétitions dans les années 80, 70-80 organisées par Nintendo dans les grandes surfaces, sur le jeu Donkey Kong. On a d'ailleurs un super documentaire là-dessus qui s'appelle King of Donkey de mémoire, qui reprend King of Kong, excusez-moi, King of Kong, qui reprend vraiment, qui fait une présentation générale un peu de l'état e-sport dans on va dire la version la plus brute en cours de création. Ouais, donc en gros, pour reprendre un peu, synthétiser, l'e-sport en fait débute notamment avec les salles d'arcade où en fait les joueurs se côtoient les uns à côté des autres et en fait enchaînent les parties. En fait, les salles d'arcade, tu peux me reprendre si je me trompe, mais c'est le début du multijoueur en fait, Exactement. véritablement compétitif. Même si on pouvait pas brancher deux joueurs sur le même écran directement, parce que certains jeux n'avaient qu'un seul joueur, dès qu'on pouvait enregistrer un score, donc ça s'est fait très rapidement, dès le début du jeu vidéo en fait réellement, on pouvait se comparer à d'autres et donc on pouvait avoir un esprit compétitif. Les années 90 et 2000, ils ont amené tout ce qui était connexion internet et aussi rassemblement de joueurs dans des LAN parties, et donc c'est là vraiment que la construction a démarré. Mais on va dire que la genèse pure de l'esprit compétitif dans le jeu vidéo est née dans ces années-là. Donc on voit que ça date pas d'hier. Et le développement a vraiment commencé à partir du moment où il y a des marques qui ont commencé à se dire il y a peut-être une petite filière là à trouver. Et ont commencé à mettre en avant des joueurs. Comme on pourrait faire avec une marque de basket qui mettrait en avant un joueur de NBA ou d'un sport classique, on va dire. Ils ont fait exactement la même chose où le joueur remarqué dans des tournois plutôt assez confidentiels, du coup était mis en avant, faisait le tour du pays, etc. etc. Et donc on était Donc en fait c'était un instrument de marketing et de promotion du jeu en fait, c'est ça au départ. Exactement, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. On reviendra après sur un peu l'organisation du domaine e-sportif, mais en gros aujourd'hui vous avez toujours cet aspect-là, contrôle des marques et de l'éditeur surtout qui est très très prégnant. Donc si on fait le point aujourd'hui, du coup en 2020-2021, 2021 on en est qu'au début, donc on a surtout les chiffres sur 2020, mais en gros qu'est-ce que ça représente? Faut savoir que c'est un revenu à hauteur de 1,1 milliard de dollars, contre 950 millions d'ailleurs en 2019, donc on voit qu'il y a toujours une évolution qui est là. Là attention, on prend juste des chiffres qui correspondent aux revenus dégagés par les équipes professionnelles et les tournois pro. Tout ce qui tourne autour et qui a une très grande importance, c'est-à-dire les ventes de jeux, le marketing style produits dérivés, etc., on n'a pas ces chiffres-là. Les éditeurs restent très, très, très discrets là-dessus, mais on se doute que c'est une part beaucoup plus importante même que ce fameux milliard. On a une audience... Oui. Juste, c'est pour préciser que vraiment ce qu'on aborde, c'est l'e-sport, c'est-à-dire la pratique
du multijoueur compétitif niveau Exact. professionnel. Hein. Il va pas être question ici dans nos épisodes du multijoueur en général, etc. Là, on se fait vraiment un focus sur la partie professionnelle en fait, Exactement. Les deux du sont sport liés compétitif. puisque le but Évidemment. de l'e-sport va être d'amener les gens à aller sur la partie multijoueur de leur jeu et générer des Mm. revenus. Mais en gros, là, on s'occupe que de la partie visible de l'iceberg. Euh, C'est ça. En termes d'audience, l'année 2020 a connu un boom qui était en moyenne sur les 3 dernières années. Donc il n'y a pas eu réellement d'effet Covid sur le nombre de personnes participants. de participants, pas de participants, on va dire plutôt de spectateurs. Spectateurs. Ouais. C'est-à-dire que l'audience, ça veut dire aussi que l'audience elle est stable. Elle est stable. L'augmentation est stable. Donc ceux qui ont découvert l'e-sport il y a 2-3 ans, ils sont toujours là et de nouveau ça Ouais. monte. On est arrivé donc à une moyenne de 500 millions de spectateurs, d'accord. Ouais. Sachant que la moitié, donc 50%, on a à peu près 250-255 millions, sont ce qu'on appelle une audience investie, c'est-à-dire qui regarde très régulièrement du contenu sportif, au minimum une fois par semaine. Les 50% restants, ce sont des spectateurs regardant principalement les finales des grands tournois. Donc ils se sont quand même intéressés au sujet et vont regarder comme quelqu'un qui regarde pas le foot quotidiennement, mais va regarder par exemple la Coupe du Monde. Voilà. Ou alors vous regardez Alors, une fois par trimestre en fait une compétition e-sportive. Ouais. Alors, quand on parle regarder une compétition sportive, on peut le dire en 2021, c'est essentiellement Twitch, non, hein, qui est le principal média utilisé. Exactement, Twitch, YouTube aussi, qui a commencé Aussi, ouais. à aller sur le sujet il y a 4-5 ans on va dire. On va avoir aussi directement alors Mixer, le feu Mixer avait commencé à organiser Ouais, aussi il ses propres n'existe tournois, plus. mais c'est tellement mineur qu'on va rester plutôt sur ces deux canaux-là, donc YouTube et Twitch essentiellement. Qui sont à l'e-sport ce que la chaîne de télévision est, par exemple, à la compétition de football ou sportive en général. C'est ça On est d'accord exactement. là-dessus. Hein. Sachant que des chaînes aussi ont commencé à retransmettre des événements e-sportifs. On a l'équipe 21 qui s'est penchée donc sur la finale de League of Legends l'année dernière. Et Ouais. il y a l'année précédente également. On va avoir les chaînes payantes type ES1 aussi, qui vont être spécialisées plutôt dans le sport électronique du coup, mais qui vont pouvoir retransmettre à la télé directement certains programmes comme le Rainbow Six Siege, etc. Donc on va avoir un D'accord. développement qui se fait un peu disparate, mais on va dire que les deux plus grosses entités, c'est ça, c'est Twitch et YouTube aujourd'hui qui retransmettent en fait des compétitions e-sportives. Les plus gros jeux, donc on va pas rentrer dans le détail de ces jeux-là encore dans leur Non. fonctionnement parce que ça fera l'objet d'autres épisodes. Mais en gros, vous allez avoir en premier lieu, c'est League of Legends, hein, qui est le jeu le plus joué aujourd'hui en termes de multijoueur compétitif, on va parler ainsi, Oui. et le plus de spectateurs également. On va avoir Counter-Strike, on va avoir Dota 2 qui est très joué en Asie. On l'oublie un petit peu parce qu'il est très peu joué en fait en Europe et également aux États-Unis, mais en Asie ça cartonne. On va avoir Alors, bien Dota sûr. 2, c'est le concurrent de LoL, de League Exactement, of Legends. Hein. exactement. On va avoir Fortnite, bien entendu, hein, le célèbre, toujours là, toujours présent, Oui. toujours debout. Toujours présent, toujours vaillant. On va avoir Rocket League aussi qui arrive petit à petit à faire son chemin et à avoir vraiment une communauté attachée au jeu et à la compétition. Après, il y en a Alors, d'autres, Rocket mais on League, va c'est dire. un jeu un peu. Ouais, Rocket League, juste pour faire focus, c'est un jeu un peu singulier. C'est des équipes, des joueurs qui sont en fait des voitures et qui jouent au basket. J'ai résumé à peu Alors, près. au foot. Au foot, oui, pas au basket, pardon. Au Exactement. foot, ouais. C'est très spectaculaire à voir, c'est très dur à maîtriser. Mais en gros, c'est ça, c'est des voitures qui jouent au foot. C'est Je très sais pas pourquoi j'ai spécial. dit basket. Bah, il y a une petite partie basket Ouais. en mode, mais c'est pas grave. Ah, c'est pour ça. C'est ça. On va avoir aussi tout ce qui est versus fighting. Donc là, en maître mot, on va avoir 3 gros jeux maintenant. Les jeux de baston. Voilà, exactement. Donc versus fighting, c'est tout ce qui est jeu de baston, donc avec Street Fighter, qu'on connaît bien, les Tekken et autres. On va avoir les Smash Bros aussi, qui a une très grosse communauté, surtout aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe. D'accord. Et on va avoir aussi là un dernier qui est arrivé il y a 2-3 ans maintenant, qui est Dragon Ball Z Fighters, qui cartonne dans le monde entier et qui commence à faire sa place également. D'accord. Et donc, ces jeux sont joués
par des joueurs. Et ces Mhm. joueurs sont organisés comment? Par équipe? Comment ça se passe? Exactement, c'est-à-dire que voilà, qu'on est parti du simple bon joueur qui se faisait remarquer par la marque ou l'éditeur et qui était mis en avant, avec des structures beaucoup plus complexes, avec des équipes sportives qui sont plus des franchises d'ailleurs. On n'a pas de, comme on peut avoir le Paris Saint-Germain pas affilié par rapport à la ville de Paris, l'Olympique Lyonnais par rapport à Lyon, Marseille, etc. On va plutôt avoir des franchises comme en NBA, qui vont C'est-à-dire, pouvoir... C'est pareil. Bah, en fait, les franchises, c'est simple, c'est que la marque en elle-même, si je prends l'exemple en basket des Chicago Bulls, d'accord. Les ouais, Bulls, en fait, c'est une entité en elle-même. Si un jour les Bulls décident de partir de Chicago, ils peuvent le faire. Et donc ça deviendra les Tampa Bay Bulls. D'accord. C'est la d'accord, ouais. marque en lui-même. Donc c'est une marque plutôt qu'autre chose et qui va engager des joueurs pros pour tout simplement participer donc à des tournois, des ligues pour pouvoir ensuite en dégager des revenus via le marketing, etc., etc. Donc le but, D'accord, bien donc entendu, historiquement, ce n'est pas, en gros, pour comparer au football, par exemple, ce n'est pas une association pardon, sportive, mais une marque privée, en fait, qui est ce complètement sont autonome. tout à fait, ce sont des entreprises. Voilà, D'accord. ce sont les entreprises. L'une des plus connues en France, par exemple, c'est Vitality. Vitality, c'est Oui, une entreprise, d'accord, qui a été créée il y a pas mal d'années maintenant. Et ils sont sur plusieurs, d'ailleurs, secteurs du jeu de l'e-sport. On va avoir du Rocket League, on va avoir du League of Legends, on va avoir du Counter-Strike, surtout, excusez-moi, c'est surtout Counter-Strike en ce moment, etc. etc. mhm, L'entité Vitality, en fait, vit sur plusieurs sports. d'accord. Enfin, e-sport, du moins, si je puis dire ainsi. Donc on a une franchise qui s'appelle Vitality, et Ouais. en fait, Vitality, en fait, a plusieurs équipes de joueurs, Mhm. hein, de personnes, qui s'affrontent sur différents jeux. En fait, c'est pas une équipe, un jeu, c'est potentiellement une franchise avec différents qui participent à différents jeux, League of Legends, Counter-Strike, Dota, etc. On est d'accord Exactement. là-dessus, ouais. Mm. Exactement. Ok, Comment est-ce que ces équipes en fait existent, puisque ça reste une entreprise, ouais, c'est tout simplement avec les partenariats de marque, le sponsoring. ouais, C'est d'accord. là-dessus qu'ils vont vivre. Le cash prize, donc le cash prize, c'est les fonds que gagnent les joueurs et les équipes lorsqu'elles gagnent des tournois. D'accord. Donc ce qu'on appelle un cash C'est les prize. prix, en fait. Ce sont les Mm. prix, exactement. Après, je vais vous indiquer comment ça fonctionne dans le domaine de Mm. l'e-sport. Mais en gros, c'est qu'une partie de leur revenu qui reste assez faible en soi. Parce que D'accord. tout simplement, déjà, ça veut dire qu'il y a une partie qui est redistribuée aux joueurs, et surtout, c'est très, 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 très imposé en fait par les États. Donc, ça reste mis à part gagner des très gros tournois internationaux, c'est pas là-dessus qu'elles font leur beurre. C'est surtout sur le D'accord. sponsoring en fait en lui-même. D'où le fait qu'elles aillent chercher des joueurs Mhm. très bons pour se mettre en avant et qu'elles vont jouer vraiment sur ces Comme le vrai personnes-là. sport au final, hein. Comme le vrai Comme le vrai sport. sport finalement. Ouais. Exactement, exactement. On voit très souvent des pubs pour des déodorants pour les joueurs de football. Et ben, imaginez la même chose, mais avec des joueurs d'e-sport. C'est exactement le même principe. Voilà. Ouais, je vois pas très bien. Ok. C'est un secteur qui est exponentiel. D'accord. On gagne de Ouais, la la croissance. visibilité, on a Niveau une la croissance. croissance. Ouais, exactement, on a une croissance. Je vous dis, voilà, on gagne à peu près 10 à 15% en moyenne annuellement de spectateurs. Il y a une émergence aussi une nouvelle une filière dans l'e-sport, c'est l'e-sport mobile. Avec ces dernières années, Oui. c'est beaucoup développé avec la maîtrise technologique des téléphones portables. On va avoir PUBG mobile, très 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 joué en Asie. D'accord. L'Asie est géographiquement un secteur où l'e-sport est très présent. On connaît tous la Corée Oui. du Sud bien sûr. La Corée du Nord Ouais. c'est un peu plus compliqué malheureusement. On est moins au courant en tout cas. Voilà, disons voilà, déjà faudrait déjà avoir le téléphone quoi. Mais voilà, c'est compliqué. Disons que la Corée du Sud, on va pas revenir dessus sur l'histoire de la Corée du Sud, mais historiquement a toujours mis en avant tout ce qui était digital et évolution technologique, internet et autres. Donc c'est normal que ce soit des pionniers en fait dans l'e-sport. Et surtout du coup, au niveau des jeux de stratégie, hein, en temps Oui, réel, la exact. Corée. Ah bah Starcraft, Starcraft, etc. exactement, Ouais. Starcraft. Qui est une religion là-bas. Ouais, Mm. exactement. Warcraft 3 aussi a été énormément joué. Mm. Aujourd'hui, en fait, le principal marché d'ailleurs mondial de l'e-sport, c'est la Chine. Qui a fait qui s'en est servi aussi tout simplement de moyens de communication à l'extérieur. Donc, ils ont Du mis le soft paquet, power. Hein. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, donc, pour revenir à l'e-sport mobile, on va avoir des jeux comme PUBG Mobile, Garena, Free Fire, Clash Royale, qu'on connaît peut-être un peu plus en Europe, qui sont très Ouais. très présents. Et ça explique pourquoi, depuis quelques années maintenant, tous les éditeurs principaux de jeux qu'on connaît sur nos PC, sur nos consoles, lancent une version mobile.
On va avoir Hearthstone, Oui. TFT, League of Legends via Wild Rift, des choses comme ça. C'est pas anodin, c'est tout simplement parce qu'on sait que ça touche de plus en plus de monde. Euh, L'e-sport va avoir un désavantage par rapport au sport classique, c'est que il faut un certain matériel pour pouvoir y jouer. Il faut avoir Oui. une connexion internet aussi pour pouvoir y jouer quelque part. Mm. Le fait que ça puisse être transposé sur un téléphone mobile, donc avec la 4G, la 3G, ce que vous voulez, et dans un appareil qui, au final, coûte quand même moins cher au niveau matériel qu'une console ou un ordinateur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut s'en servir pour autre chose, donc c'est un achat qu'on fait plus aisément. Oui, et Euh, puis pour d'autres raisons aussi, c'est que pour revenir au matériel, il me semble que le jeu qui sert pour l'e-sport, en fait, la plupart du temps, est un jeu qui n'est pas un canon graphique du non, moment. C'est-à-dire que le jeu pratiqué en e-sport est souvent mis avec des détails le plus bas possible, avec une résolution la plus basse possible. Pourquoi ? Pour faciliter l'énergie, la vitesse. Donc en effet, s'équiper pour faire de l'e-sport ne coûte pas le prix d'un PC gamer non. où l'on rechercherait la 4K, etc. Ce n'est Non, pas du parce tout que le cas. le but des jeux compétitifs, c'est d'avoir le maximum d'audience pour pouvoir exister. Oui. Qu'on puisse lancer une partie et trouver très rapidement quelqu'un contre qui on va se confronter ou avec qui on peut jouer aussi. Parce que des fois, ça peut être de l'e-sport coopératif. C'est plus rare, mais ça existe. Et du coup, forcément, si on limite déjà directement l'accès, ne serait-ce que par un matériel onéreux, on se limite une partie du public possible. Or, la plupart des jeux e-sportifs ont besoin vraiment d'avoir une récurrence dans les joueurs et leur connexion. Donc le téléphone mobile correspond à ça, correspond à cette volonté. Donc il est tout à fait normal de le regrouper. Après, il y a des changements de gameplay par rapport tout simplement à la technicité du Oui, au produit en jeu, lui-même. c'est ça, ouais, Voilà, faut exactement. que c'est tactile, il faut que ce soit un écran plus petit, etc. Mais il est tout à fait possible aujourd'hui de faire tourner un Counter-Strike si on le voulait, mais c'est très compliqué, un Counter-Strike sur mobile. Il n'y a aucun problème Ouais. Tout au niveau simplement que puissance. l'e-sport aussi accompagne les transformations du secteur et le secteur vidéoludique se penche de plus en plus vers les plateformes mobiles, hein, Mhm. téléphone, tablette, etc. Le chiffre d'affaires du jeu sur mobile est en augmentation, donc naturellement, l'e-sport va vers les supports mobiles, etc. Donc ça, il y a une logique de marché aussi, hein, Bien sûr. au sens global. On voit les chiffres récemment qui ont été publiés par le CEL en France, le syndicat des ventes de jeux vidéo, Mm. où on voit que console et PC se taillent là encore aujourd'hui la part du lion, mais que le mobile progresse très 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 fortement. Et on voit bien qu'à d'ici 4-5 ans, le mobile sera majoritaire partout Exactement. dans les chiffres de vente et de revenus. Bien Voilà. sûr, ce qu'on voit aussi, c'est l'augmentation très forte des cash prizes. Donc, on revient dessus. Les cash prizes, Des c'est ce que prix, ouais. gagnent. Voilà, c'est les prix donc en monnaie, bien entendu, que vous gagnez les différentes équipes lors des tournois majeurs ou mineurs. Un cash prize, en fait, vous avez toujours une annonce par rapport à un montant global. On va vous dire, si je prends le plus gros cash prize aujourd'hui, c'est Dota 2 toujours, avec Ouais. The Internationals, qui était monté à plus de 40 millions de dollars. D'accord ? L'équipe gagnante ne gagne pas 40 millions de dollars. Elle va gagner 60% de ce montant-là, puis ensuite 30% vont venir au deuxième, 20% au troisième, etc. Donc quand on vous donne dans les infos des montants exorbitants de cash prize, attention, c'est parce que gagne le C'est la gagnant. dotation au C'est la global dotation au global. Exactement. dédiée à un événement d'e-sport. Bon, qui est déjà Voilà. beaucoup Attention, oui, quand tout on à y fait. pense. Mais voilà, après, on peut comparer au sport traditionnel, on reste quand même sur des chiffres qui sont tout à fait équivalents, voire en dessous, On carrément. voit en dessous, oui. Après, Bien l'audience, sûr. encore une fois, est plus petite, etc. Donc ça peut s'expliquer. Mais voilà, le but en fait de ce podcast-là, parce qu'on va s'arrêter là, je pense, mais c'était vraiment une Oui. intro sur le monde de l'e-sport. Vous donner juste des notions qui vont nous servir ensuite pour certains épisodes qu'on va faire sur des jeux en particulier. On va rentrer dans le détail du fonctionnement même de la discipline et aussi de l'organisation qu'il peut y avoir. Mais c'est pour vous donner une base de départ. J'invite vraiment tout le Oui. monde à Alors, s'y intéresser et voir ce qui se passe. Et si vous voulez approfondir oui, vos c'est un connaissances, milieu c'est vraiment très, intéressant. très actif, très vivant, qui fait un peu peur au premier abord, mais Mais qui est pas du assez tout. passionnant. Mm. Après, juste pour terminer, on parle à chaque fois depuis tout à l'heure d'e-sport. Oui. C'est pas juste un mot galvaudé. L'e-sport, c'est une pratique professionnelle qui veut dire des heures d'entraînement par jour, Oui. qui veut dire une santé physique de fer, avec des entraînements spécifiques, avec des régimes alimentaires spécifiques, des entraînements à la vitesse, etc. Donc, c'est une véritable pratique e-sport au sens que
On est vraiment dans une pratique presque sportive. En tout cas, ce sont des athlètes en réalité Ah, qui aujourd'hui, pratiquent voilà. ces activités-là Au- et que au- les fameux 40 millions de dollars ne sont pas forcément pour monsieur, Non, madame, tout le monde. non, non, pas du tout. Voilà. Aujourd'hui, une équipe e-sport, c'est toute une organisation qui ressemble de plus en plus en fait à un club sportif. On va avoir des entraîneurs, on va avoir des coachs assistants, on va avoir des séances de training organisées, donc des entraînements avec des thèmes spécifiques. On va avoir des responsables physiques, on va avoir des responsables psychologiques qui vont être là aussi. On va avoir des médecins, on va avoir tout ça qui vont s'organiser autour des joueurs. Je te reprends l'exemple de Counter-Strike. Aujourd'hui, en moyenne, du nombre de tournois par an d'un joueur de Counter-Strike professionnel, c'est 20 tournois dans l'année. Entre les tournois type mineurs de qualification pour les tournois majeurs, qui sont par exemple les IEM, qui sont des tournois organisés par Intel, d'accord, qui aujourd'hui regroupe vraiment, qui est sur invitation, mais également les tournois un peu plus, on va dire, ouverts au public, comme les DreamHack, qui sont la suite en fait logique des LAN parties qu'on pouvait organiser quand on était jeune, où on branchait chacun ses PC à droite à gauche dans des grandes salles, et puis hop, ça faisait un tournoi. On l'a fait. Ouais, on l'a fait. Et Modestement. la DreamHack, vous multipliez ça par des centaines et des centaines de joueurs dans un grand hangar, et puis voilà, ça fait une DreamHack. Donc voilà, pour vous donner l'idée de ce que c'est, et ça fait le tour du monde. Ces joueurs pro-là participent aussi à ces tournois. Tout simplement pour se faire reconnaître, mais aussi pour gagner en visibilité par rapport aux marques et au sponsoring, encore une fois, et également parce que ces tournois-là participent au fait de pouvoir être invité dans les tournois majeurs, où là, vous avez des cash prizes importants. Donc oui, on va avoir une véritable organisation pour la santé du joueur, pour l'étape physique et psychologique, pour la performance. On va avoir des entraînements surtout sur le côté psychomoteur, mais également réflexe qui va être mis, mais aussi sur le côté tout simplement la possibilité de pouvoir tenir le rythme. Parce que on voit, nous par exemple, si je prends League of Legends, on voit entre 2 et 4 parties par semaine, d'accord. Si on prend l'exemple de l'Europe, c'est plus en Corée, mais on va dire qu'on va rester sur ce modèle-là. Oui, mais le reste de la semaine, en fait, ils font à peu près 8 heures ou 9 heures, ce qu'on appelle de scrim, c'est-à-dire de parties non visibles, on va dire par le grand public, d'entraînement dessus. Et c'est comme ça toute la journée, avec des analyses de parties où en gros les matchs sont enregistrés, et donc automatiquement on va pouvoir analyser chaque fait de jeu, etc. etc. Donc c'est extrêmement poussé, on est sur un rythme vraiment sur un sportif de haut niveau, tout simplement. Exactement. Alors, et pour définitivement clore cet épisode, n'ayez pas peur du jargon anglophone qui est très présent dans l'e-sport. Il n'y a que ça en fait, quasiment que des mots anglais détournés. Donc n'ayez pas peur, on va vous expliquer tout ça. Et merci beaucoup, merci beaucoup Ducky Duck. Et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'e-sport. Exactement. Bye bye. Salut.